Salut, c'est Max. Alors hier j'ai sorti une vidéo qui parle de comment profiter des opportunités qui se présentent à toi dans la vie, et parmi les points développés, il y en a un que j'ai pas pu approfondir plus que ça dans la vidéo d'hier, c'est la question du timing, comment bien timer tes opportunités de manière appropriée pour pas arriver trop tôt ou trop tard. Donc en fait ce point, c'est pas que je l'ai pas développé, c'est qu'en fait au moment de tourner la vidéo, lorsque j'ai commencé à parler du timing, je suis parti dans une énorme digression d'à peu près 25 minutes sur la psychologie des marchés financiers, parce qu'il y a quand même une analogie assez énorme entre la psychologie des marchés financiers et la psychologie qu'il faut que tu adoptes pour pouvoir profiter de différentes opportunités dans la vie. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toute cette partie-là de la vidéo d'hier et donc je te propose de la regarder aujourd'hui. Voilà, donc ça parle vraiment de psychologie des marchés financiers, sachant que voilà, moi dans ma tête, j'étais en train de faire une vidéo sur comment capitaliser sur les opportunités. Donc tu verras, il y a 2-3 références en fait à la vidéo d'hier dans ce que tu vas voir aujourd'hui. Et donc pour illustrer mon propos sur cette question de comment timer les opportunités, comment passer à l'action au bon moment, je voudrais utiliser l'exemple des cycles psychologiques des marchés financiers. Et tu vas voir, c'est super intéressant. Ok, alors voilà, c'était ça le document que je voulais te montrer. Tu vois, ça c'est un chart en fait qui te décrit un petit peu la psychologie des marchés de manière générale. Et en fait, voilà, tu vas voir, c'est vraiment super intéressant. Tu vas voir qu'on va pouvoir appliquer les principes qui sont expliqués dans ce chart ici à des situations de la vie réelle. Donc pour commencer, on va commencer avec le petit chart simplifié là qu'on a en haut à droite et qui t'explique voilà, de manière très générale, de manière globale, qu'est-ce que c'est les cycles de marché. Donc tu vois, sur l'axe vertical, c'est les prix dans les marchés, d'accord, et puis sur l'axe horizontal, c'est le temps. Et donc ça te montre que tu as des cycles de contraction, d'accord, où les prix vont baisser, qui sont suivis de cycles d'expansion où les prix vont monter. D'accord? Et alors, un premier point qui est super intéressant, déjà rien que sur ce petit chart ici, ça va être la notion de risque et d'opportunité en fait. Tu peux voir en fait que les moments d'opportunité maximale, d'accord, le moment où ton retour sur investissement serait le plus grand si tu passais à l'action pour capitaliser sur cette opportunité, c'est le bas des cycles de contraction. Okay, c'est lorsque le prix du marché est le plus bas, c'est lorsque le marché vient de se casser la gueule et que tout le monde se trouve dans un état de dépression, de colère, que vraiment les gens subissent les conséquences de leurs précédentes erreurs, de leurs précédents mauvais investissements. Voilà, c'est quand il y a un maximum de problèmes que se trouve le moment où l'opportunité est maximum également. Et inversement, les points de risque maximum, c'est les moments où tout va bien en fait. C'est les moments où les gens sont euphoriques, c'est les moments où les gens ont gagné plein d'argent, où tout va bien pour eux, où toute la société, si tu veux, est dans un moment de joie, de bonheur. C'est ce moment-là où le risque est le maximum. C'est à ce moment-là, si tu fais pas attention, que tu peux tout perdre. Okay, et en fait, rien que ce petit point-là, si tu regardes, on en trouve des exemples tout le temps dans la vie de tous les jours. Donc tu vois, par exemple, dans ma propre vie, il s'est passé un truc cette année qui illustre assez bien ce phénomène-là. Tu vois, j'ai emménagé à la campagne cette année et j'ai décidé de me chauffer au bois pendant cet hiver. Et en fait, si tu veux, moi j'ai emménagé au mois de mai-juin, tu vois, donc en été, il faisait beau. Et à ce moment-là, tu vois, je pensais pas du tout à mes problèmes de bois. Et pourtant, j'aurais dû. Je me suis retrouvé à la mi-novembre à me poser la question de comment j'allais trouver du bois sec. Et donc voilà, bien entendu, j'ai appelé tout un tas de fournisseurs de bois dans la région. Mais voilà, il se trouve qu'il y avait quand même plusieurs semaines d'attente et qu'au final, pour éviter d'avoir de l'attente, j'ai dû me déplacer moi-même. Tu vois, je pouvais pas me faire livrer dans la semaine. J'ai dû prendre ma bagnole et aller me charrier des stères de bois. Bref, je te passe les détails. Simplement, ce que j'essaie d'illustrer avec mon exemple à la con, là, avec mon bois, c'est que, tu vois, le moment d'opportunité maximale en fait, où je pouvais acheter mon bois sans aucun problème, où j'aurais eu du bois pas cher, où il aurait été livré chez moi, où il aurait été sec. C'était vraiment en plein milieu de l'été, tu vois, c'était au mois de juillet, c'était quand personne en avait rien à foutre du bois et des problèmes de l'hiver, d'accord? Et donc ça, si tu veux, au niveau de ma psychologie, je me suis comporté comme un débutant sur les marchés financiers, d'accord? C'est-à-dire que j'ai attendu le dernier moment, le moment où tout le monde, en fait,
se précipite sur les stocks de bois, donc le début de l'hiver, tu vois, à la fin du mois de novembre, j'ai attendu vraiment le pire moment pour me poser les bonnes questions et pour essayer de prendre action sur cette opportunité qui était, donc là, l'opportunité en question, c'était trouver du bois, tu vois, voilà, pour pouvoir optimiser un petit peu la température dans ma maison pendant l'hiver. Voilà, donc je trouve que ça illustre assez bien cette idée d'opportunité maximum, vraiment au creux du marché, tu vois, le marché du bois. En été, le bois ça vaut rien et personne n'en veut et personne n'en parle, tu vois. Et donc le moment de risque maximum, c'est là où le prix du bois augmente, c'est là où tout le monde se rue sur le bois pour chauffer l'hiver et c'est là où tu as en fait le plus de risques d'avoir du mauvais bois cher qui va pas bien te chauffer, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était simplement pour illustrer de manière très générale. Et maintenant, je voudrais qu'on passe à travers, tu vois, ce graphe un peu tous les points psychologiques, toutes les étapes psychologiques qui vont survenir dans la tête des investisseurs. Donc tu vois, il faut imaginer, donc là on commence, tu vois, au moment où le cycle de marché va repartir, donc on est en bas à gauche du chart ici, et donc il faut comprendre que le marché il vient d'un cycle précédent, d'accord? Il y a eu une étape précédente où les cours étaient probablement montés assez haut, tu vois, peut-être pas aussi haut, on ne sait pas en fait, mais les cours étaient montés assez haut et puis ils sont redescendus si tu veux et donc a priori l'étape précédente c'est quand même une étape qui est assez austère, qui est assez, voilà, les investisseurs sont pas super optimistes on va dire, mais en même temps si tu veux tu vas avoir des gens qui vont avoir des petites lueurs d'espoir, puis tu vas avoir aussi des gens qui sont incrédules et qui vont te dire non mais souviens-toi il y a 1 an, il y a 2 ans ça avait fait la même chose, à la fin ça s'était redescendu encore plus bas, je me laisserai pas avoir une deuxième fois, tu vois, voilà, tu vas avoir un petit peu ce genre de débat, d'arguments parmi les investisseurs, d'accord? Et puis ce qui va se passer, c'est que potentiellement ton marché, il continue tranquillement à monter, et puis voilà, décidément, les gens deviennent de plus en plus optimistes, d'accord? On a l'impression que voilà, le cycle est vraiment reparti, c'est pour de vrai cette fois-ci, et donc voilà, tu as l'optimisme qui refait surface, et puis voilà, là c'est le moment où, si tu veux, les gens qui regardaient le marché de loin depuis plusieurs mois, plusieurs années, peut-être les gens qui ont expérimenté les cycles de marché précédents. Voilà, à ce moment-là, ces gens-là, ils sont de retour, tu vois, peut-être même qu'ils étaient de retour avant, peut-être qu'à ce moment-là, au moment où il y avait un petit peu d'espoir, ils ont commencé progressivement à investir et qu'au moment où ça redevient optimiste, eux, ils sont en train de terminer, si tu veux, de construire leur position, tu vois. C'est à ce moment-là où les investisseurs expérimentés, ils vont mettre, si tu veux, les dernières billes dans ces positions-là et qui vont attendre la montée, la vraie montée. Et puis, bon voilà, à partir de ce moment-là, une fois que ça continue de monter, tu vois, si tu es passé par une phase d'optimisme et que, en effet, ça continue à pousser vers le haut, là, on passe vraiment dans une phase, si tu veux, de croyance, d'accord, où il y a une croyance qui s'installe et cette croyance, c'est le fait qu'on est reparti dans un cycle positif pour ce marché, dans un cycle d'expansion des prix. Et en effet, tu vois que quand cette croyance s'installe vraiment parmi les investisseurs, ça a tendance à être une prophétie autoréalisatrice et donc en effet, les gens vont investir de plus en plus et on a un marché qui va monter. Jusqu'à un moment, si tu veux, où le marché aura tellement monté, où on va être tellement, si tu veux, la croyance va avoir tellement été confirmée qu'il n'y aura plus aucun doute dans la tête des investisseurs et que vraiment, si tu veux, c'est là où tu vas avoir des gens, potentiellement, tu vois, des gens qui avaient déjà mis des billes auparavant, peut-être des gens qui ont plus de sous en réserve pour continuer à investir sur ce marché, des gens qui vont peut-être aller emprunter, tu vois, pour rajouter encore à leur position, ou tu vois, c'est à ce moment-là que tu as des gens, par exemple en 2017 sur le marché du Bitcoin, à la fin de 2017, tu avais des gens qui vendaient leur maison là pour pouvoir investir dans Bitcoin. Voilà, donc je te laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir, ce genre de psychologie, mais voilà, en gros, c'est ces moments-là, tu vas pouvoir identifier ces moments-là quand tu vois des gens qui commencent à ce moment-là à prendre des décisions irrationnelles, parce que, si tu veux, il y a une croyance dans un marché haussier perpétuel qui s'est installé et que ça fait tellement longtemps, si tu veux, ça fait tellement de semaines, de jours, de semaines, de mois, tu vois, que ça monte, ça s'arrête pas, qu'au bout d'un moment, ta croyance, ça devient une prophétie, quoi, si tu veux, c'est-à-dire que les gens, ils y croient à fond et ils sont prêts à faire des trucs irrationnels pour augmenter leur position dans le marché, pour maximiser leur profit potentiel. Et puis, suite à cette phase voilà, vraiment d'excitation irrationnelle, tu as ce qu'on appelle la phase d'euphorie, d'accord? Alors là, si tu veux, c'est même plus de l'excitation, d'accord? Là, c'est vraiment l'euphorie, il faut bien arriver à identifier cette phase,
parce que c'est une phase clé dans les marchés financiers et c'est également une phase clé dans la vie, c'est-à-dire c'est le moment où il faut se casser, c'est le moment où il faut vendre, c'est le moment où il faut vraiment déconstruire vos positions, vendre vos positions, récupérer vos billes, d'accord? Donc c'est très important d'identifier cette phase-là avec le plus de précision possible parce que ça va vous aider à bien timer vos entrées et vos sorties si vous jouez sur les marchés financiers, mais ça va également vous aider dans la vie à identifier, si vous voulez, des situations qui sont pas optimales, des situations où il vaut mieux pas suivre la masse, tu vois, des situations d'euphorie, ça va être par exemple, voilà, quand vous avez un bon plan, que tout le monde se rue sur un truc, un produit, je ne sais pas quelle connerie ça peut être, tu vois, dans la vie, mais voilà, quand vous avez des trucs comme ça, où il y a une unanimité des masses, si tu veux, où vraiment tout le monde est d'accord, tu vois, tout le monde, quoi, les médias, le gouvernement, ton voisin, ta cousine, ton grand-père, ton petit cousin qui a 5 ans, tu vois, ils vont tous être d'accord, ils vont tous te dire que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'acheter du Bitcoin ou de faire je sais pas quoi. Ça, c'est les moments où si vous êtes un investisseur qui a un petit peu d'expérience, qui comprend un petit peu la psychologie des marchés, c'est le moment où il faut sortir du marché, d'accord? Pendant la crise de 29, tu avais un mec, alors je sais plus qui c'était, mais alors je sais même pas si c'est une anecdote qui est vraie ou pas, mais c'est l'histoire de ce mec qui était un banquier, tu vois, ou un trader, je sais pas quoi, à Wall Street, qui a réussi à sortir en fait juste avant le gros crash de 1929. Parce que en fait, il s'était rendu compte que même le gamin qui lui cirait les chaussures dans la rue, tu vois, avant qu'il aille au bureau, même ce gamin-là lui donnait des conseils sur quelle action acheter dans la journée pour gagner des sous, tu vois. Donc quand il a vu ça, il a compris qu'on était dans cette phase d'euphorie. C'est quand vraiment il y a une unanimité, mais qui va toucher des gens qui n'ont rien à faire là, si tu veux, des gens qui sont pas des investisseurs, qui sont pas des gens qui sont normalement sur les marchés, qui se retrouvent à investir avec les autres parce qu'on est dans cette phase irrationnelle, parce qu'on est dans cette phase où tout le monde est d'accord. Et en fait, pourquoi ces gens ils investissent à ce moment-là? Parce que ce sont des gens qui sont des suiveurs, d'accord? À partir du moment où tu vois les suiveurs qui commencent à suivre, si toi tu es un leader, si tu veux, si tu as une pensée indépendante, si tu es un investisseur qualifié, si tu comprends la psychologie, quand tu vois les suiveurs qui commencent à suivre, toi si tu es un leader, tu te barres, d'accord? Parce que tu comprends, si tu veux, que les raisons pour lesquelles les gens rentrent dans ce marché ne sont plus rationnelles. C'est très important, on va en reparler juste après, mais avant je veux juste te donner une petite anecdote, d'accord? C'est quelque chose qui m'est arrivé en 2017, donc quand j'étais dans le marché des cryptos, d'accord? Donc moi j'ai commencé, si tu veux, à investir dans le marché des cryptos en début 2017 et j'ai continué à investir jusqu'à la mi-2017. Et puis à partir de la fin de l'été, si tu veux, bon, j'avais plus beaucoup de sous de côté, les marchés commençaient à monter beaucoup, donc ça devenait cher si tu veux d'investir davantage, donc j'ai un petit peu arrêté. Mais ce que je veux te raconter, voilà, c'est, si tu veux, je parlais à des gens dans mon entourage qui sont des gens, si tu veux, qui me sortaient, donc voilà, en début 2017, je leur disais, voilà, Bitcoin, blockchain, c'est extraordinaire, je trouve que c'est, voilà, fondamentalement, c'est une technologie qui est super, qui résout plein de problèmes, c'est encore très jeune, c'est encore risqué, voilà, on sait pas trop ce que ça va devenir. Mais moi, j'investis dedans parce que je pense que vraiment, tu vois, il y a quelque chose à faire, c'est vraiment super. Et donc, si tu veux, moi, j'investissais à ce moment-là pour des raisons fondamentales. D'accord? J'étais pas du tout expérimenté avec les marchés financiers à cette époque-là, donc je pense que j'ai eu de la chance. D'accord? Mais si tu veux, j'investissais pour des raisons fondamentales. J'investissais parce que j'avais compris la valeur technologique du truc. Si tu veux, j'avais compris que Bitcoin, c'était pas simplement un truc spéculatif. Si tu veux, j'avais compris qu'il y avait une vraie valeur fondamentale derrière. Et donc, pour moi, ça avait du sens d'investir. Et c'est pour ça, si tu veux, que je pouvais investir à des moments où je m'attendais pas à une hausse extraordinaire du prix, comme ça s'est passé. Pour moi, c'était un jeu à long terme sur plusieurs années, etc. Et donc, ce que je trouve super intéressant du point de vue psychologie des marchés, c'est que tu avais des gens qui me disaient début 2017, non, moi, j'investis pas là-dedans parce que, voilà, pour des raisons X ou Y, c'est des raisons toujours rationnelles, d'accord? Toujours des arguments qui m'étaient expliqués de manière rationnelle les raisons pour lesquelles il fallait pas investir dans Bitcoin, tu vois, parce que les gouvernements allaient faire ceci, cela, parce que la technologie, ceci, cela, parce que ça allait se faire hacker, ou je ne sais quoi, tu vois, plein de raisons, mais qui sont quand même rationnelles, tu vois, c'était des arguments qui étaient expliqués. Et on est arrivé fin 2017, et moi je parlais toujours avec ces mêmes personnes, et à ce moment-là, ce qui est super intéressant, c'est que au mois de décembre 2017 et jusqu'au mois de janvier, c'est à ce moment-là, donc on était dans la phase d'euphorie à ce moment-là, d'accord? On était vraiment dans la phase d'euphorie. Les médias parlaient de Bitcoin et des crypto-monnaies, enfin voilà, c'était vraiment, ça devenait complètement fou. Et c'est à ce moment-là que ces gens-là, qui pendant des mois m'avaient sorti des arguments rationnels pour ne pas investir, ces gens-là m'ont rappelé et m'ont demandé comment il fallait faire pour investir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un switch dans leur tête. Encore, il y avait eu un phénomène émotionnel, un phénomène psychologique qui s'était passé,
qui les avait fait passer d'un argumentaire rationnel pour m'expliquer, tu vois, à m'expliquer pourquoi ne pas investir, à une prise de décision irrationnelle d'investir à ce moment-là, en plein pendant l'euphorie du marché, c'est-à-dire au pire moment. Et cette émotion, ce phénomène psychologique, d'accord, ça s'appelle la FOMO, ok? Fear of missing out. Donc c'est la peur de passer à côté d'une opportunité, la peur de louper le coche, tu vois, la peur de rater ta chance. Ok, et ça, c'est un truc que tu as forcément déjà ressenti, tu vois. Si tu as déjà vécu l'expérience, tu vois, où par exemple, tous tes potes sont en train de passer la meilleure soirée de leur vie à un concert, à un festival, je sais pas, et que toi, tu n'as pas pu y aller, ben, c'est ça que tu ressens. C'est la FOMO, c'est la fear of missing out. Et tu sais qu'à ce moment-là, si tu peux le faire, tu vas faire tout ce que tu peux pour les rejoindre. Tu vas faire tout ce que tu peux pour pas passer à côté de cette opportunité, pour pas louper l'occasion. Et ça, c'est une émotion, si tu veux, qui est très liée, en fait, c'est une émotion sociale, d'accord? Ce qui t'emmerde, c'est pas juste de louper l'opportunité. Ce qui t'emmerde, c'est que tout le monde est en train d'en profiter et que toi, tu es en train de passer pour le couillon qui n'a pas réussi à se démerder pour en profiter. Et donc, c'est quelque chose qui relève vraiment tu vois, de la pression sociale à la limite, mais c'est de la pression sociale que tu te mets à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la FOMO. Et donc, c'est ça que tu vas voir pendant les phases d'euphorie, c'est-à-dire que des gens qui ont toujours été très rationnels, d'un coup vont se mettre à prendre des décisions irrationnelles. Ils vont tout simplement péter un câble émotionnellement en fait et abandonner en fait tout leur point de repère rationnel et logique. Et ils vont prendre des décisions irrationnelles, des mauvaises décisions. Ils vont investir à cause de la FOMO. Ils vont investir pendant l'euphorie du marché pour leur plus grand malheur parce que c'est la dernière phase d'expansion du cycle de marché avant que les prix commencent à se casser la gueule. Voilà, tu vois, parce que ces gens qui ont investi, si tu veux, au moment où les marchés étaient bas, au moment où l'opportunité était maximale, en général, c'est des investisseurs qualifiés. En général, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, d'accord, qui comprennent la psychologie des marchés et ils savent, si tu veux, qu'au moment où il y a ce pic d'euphorie, d'accord, qu'il y a ce moment de total FOMO, c'est le moment où il faut vendre. Pourquoi est-ce que c'est le moment où il faut vendre? Parce que les gens qui cèdent à la FOMO, les gens qui cèdent à l'euphorie, c'est pas des investisseurs rationnels, d'accord? C'est pas des gens qui ont investi pour des bonnes raisons. C'est ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça des weak hands, ok? Des mains faibles, entre guillemets, d'accord? Ça signifie que c'est des gens qui vont vendre très facilement si jamais il y a le moindre mouvement de panique, si jamais il y a le moindre doute, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où tous les weak hands, où toutes les mains faibles rentrent dans le marché, si tu veux, le marché devient extrêmement risqué, d'accord? Je te disais que les gens qui me sortaient des arguments rationnels pour ne pas investir dans Bitcoin en mi-2017, début 2017, c'est des gens qui souvent ont cédé à la FOMO, qui ont cédé à l'euphorie en décembre 2017, janvier 2018. Tu comprends bien que ces gens-là, en fait, c'est pas des gens qui sont des investisseurs rationnels. D'accord? Et que donc, quand c'est ces gens-là qui commencent à prendre place dans les marchés, si tu veux, c'est des gens, s'ils ont été capables de te sortir pendant 6 mois des arguments rationnels pour ne pas investir et qu'ensuite, en 1 mois de temps, ils changent d'avis et qu'ils arrivent à décider d'investir, tu comprends bien que c'est pas des gens qui sont très rationnels. C'est pour ça qu'on les appelle des weak hands, ok? C'est parce que c'est des gens, un petit changement de situation, un petit doute, tu vois, un petit article mal placé ou voilà, un moment où ils vont pas sentir très bien, ils vont paniquer, ils vont vendre, d'accord? Et donc c'est ça, si tu veux. C'est pour ça que c'est à ce moment-là que les investisseurs expérimentés, ils sortent. C'est parce qu'en fait, ils repassent leurs billes aux investisseurs non qualifiés. Et qu'est-ce qui va se passer juste après ça? À partir du moment où la majorité du marché va être composée d'investisseurs non qualifiés, eh bien fatalement, il va se passer quelque chose et ces gens-là vont vendre, d'accord? Que ce soit un jour où il y a une petite baisse ou moins de hausse que prévu, que ce soit, je sais pas, un article de journal qui dise quelque chose d'un petit peu négatif, un gouvernement qui prenne une décision, il peut se passer n'importe quoi. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu es dans l'euphorie, il faut savoir que le marché est très 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 risqué, que c'est certainement pas le moment de rentrer, mais que c'est plutôt le moment de sortir tes billes progressivement si toi, tu as été suffisamment intelligent pour rentrer dans le marché bien avant, ok? Donc voilà, après l'euphorie, le moment où tout devient irrationnel, le moment où tout le monde est un génie, le moment où tout le monde parle de ce marché qui va continuer à monter, monter, monter jusqu'à la fin des temps, eh bien fatalement, on a un premier crash, d'accord? Et ce premier crash, en général, c'est assez rare qu'ils descendent jusqu'en bas, c'est assez rare que voilà, les marchés en général ça monte jamais en ligne droite et ça descend jamais en ligne droite non plus, d'accord? Donc ce premier crash, ça va être peut-être 20%, peut-être 30%, quelque chose quand même d'assez significatif, mais on va en général avoir un petit rebond, d'accord? C'est assez classique, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit rebond et à ce moment-là, on va rentrer dans une phase de complaisance, d'accord? Qui est assez caractéristique également, qui est pas trop dur à reconnaître si vous avez réussi à identifier la phase d'euphorie ici. C'est la phase où en fait
les gens qui sont rentrés trop tard, d'accord, les gens qui sont rentrés pendant la phase d'euphorie, là, ils ont perdu un peu là sur leur position. Mais il faut se souvenir qu'ils sont rentrés à cause de la FOMO, d'accord. Et le dernier truc qu'ils voudraient en fait, c'est sortir maintenant alors qu'ils n'ont pas encore profité de ce marché, alors qu'ils viennent de perdre peut-être 20% sur leur position. Sortir maintenant si le marché recommençait à monter. D'accord, ça c'est vraiment la dernière chose qu'ils voudraient parce que là ils se trouveraient deux fois cons. D'accord, une première fois pour louper la première montée des prix et puis une deuxième fois pour la deuxième. D'accord, donc les gens qui se retrouvent là, ils sont un peu coincés. D'accord, ils viennent d'investir, ils ont investi trop tard dans une phase d'euphorie et là ils comprennent pas ce qui se passe parce qu'à ce moment-là, si tu veux, c'était clair, tout le monde était à 100% positif que le marché était extraordinaire, allait continuer à monter et en fait il s'est pas passé ça et donc là c'est un petit peu confus pour eux. Et donc, ils adoptent souvent une attitude de complaisance, c'est de dire, bon, voilà, il n'y a pas de raison pour laquelle moi, je ne profiterai pas de ce marché extraordinaire, d'accord, mon cousin, mon oncle, voilà, je ne suis pas plus con que ce mec-là, lui, il a réussi à se faire 50% ou 100% de plus-value, moi, bon, je suis peut-être rentré à un mauvais moment, c'est juste un problème de chance, et de toute manière, le marché, il va continuer à monter, donc je reste. Et donc voilà, ça en général c'est l'erreur fatale, c'est-à-dire que les gens restent et puis non, en fait le cycle d'expansion est terminé et fatalement le marché continue à redescendre et là on va toucher une phase d'anxiété, d'accord. C'est le moment où ça commence sérieusement à douter, la correction prend plus longtemps que ce qui était anticipé et là on commence vraiment à douter de tout ce raisonnement bancal et de toutes ces décisions en fait qui ont été prises pour des mauvaises raisons, pour des raisons émotionnel et donc voilà, quand les prix continuent à chuter, on va avoir plusieurs types de réactions. Il y a des gens qui vont être dans le déni. D'ailleurs, c'est assez marrant. C'est voilà, les gens qui vous disaient tout en bas du marché au début qui ne voulaient pas investir et qui avaient des arguments très rationnels pour ça. Ces mêmes gens qui sont rentrés potentiellement dans les phases d'euphorie de manière totalement irrationnelle. Maintenant, alors que le marché s'est complètement pété la gueule, ils vont vous expliquer encore une fois de manière très rationnelle que en fait, ils sont là pour le long terme et que s'ils sont rentrés à ce moment-là, c'était pas à cause de l'euphorie, c'est juste parce qu'ils voient la valeur fondamentale. Bref, ils vont vous ressortir les arguments que vous leur sortiez au bas du marché. Voilà, pour justifier le fait qu'ils soient toujours dedans malgré des pertes qui commencent à devenir très très sérieuses. Et puis voilà, les prix continuent à baisser. On a un sentiment vraiment de panique qui se met en place. Et là, c'est vraiment la panique, c'est quand on a passé la complaisance, le déni, tout ça. On rentre dans la panique, puis la capitulation, c'est le moment où voilà, c'est clair. Le marché s'est crashé. On n'a plus du tout de narration un petit peu favorable, d'optimisme, d'espoir. Tout ça, ça a complètement disparu. Les gens deviennent amers, les gens finissent par capituler. Donc cette phase de capitulation, c'est là que vous allez voir une dernière chute des prix en général qui est violente, qui est verticale. On voit vraiment les gens qui laissent tomber, qui vendent toutes leurs positions et qui ne veulent plus en entendre parler, d'accord ? Et voilà, et là, une fois que vous êtes arrivé ici, vous êtes quasiment au plus bas du marché. Et là, vous allez avoir toute une phase qui est vraiment, c'est vraiment pas joyeux ce qui va suivre. On va passer par des moments de colère, où il y a des gens qui vont chercher un peu à régler leurs comptes. À cause de qui est-ce qui a provoqué cette chute. Ils vont essayer un peu de chercher des boucs émissaires, ils vont essayer de chercher des raisons à ce qui s'est passé. Et puis ils vont se retourner potentiellement contre les gens qui leur ont conseillé d'investir. Voilà, ça c'est les gens qui n'arrivent pas à assumer leurs erreurs. C'est à ce moment-là en général qu'ils vont se manifester. Ils vont se retourner un peu contre le monde entier pour expliquer ce qui s'est passé. Et puis, après ces gens-là, en général, vous n'en entendrez plus parler. Et puis, la phase de dépression va suivre. Et la phase de dépression, pour moi, la phase de dépression, c'est vraiment la meilleure phase, en fait. C'est probablement la phase, moi, c'est la phase où je me sens le mieux pour investir. Alors après ça dépend vraiment de votre stratégie d'investissement, ça c'est quelque chose dont il faudra qu'on discute dans une autre vidéo, mais la phase de dépression c'est vraiment la phase où plus personne va parler de ces opportunités d'investissement. Si c'était une technologie comme la blockchain, vous allez voir que dans les médias ça n'existera plus. Les gens vous diront que la technologie est morte, les gens vous diront que ah oui, c'était marrant, ça c'est ce qu'on entendait à la fin de l'année 2018, c'était ah oui mais la bulle des cryptos, ça y est, elle a explosé et c'est terminé quoi. C'est un petit peu ces moments-là, c'est les moments où il y a que les vrais les mecs qui étaient là vraiment depuis le début, qui comprennent vraiment la technologie fondamentalement, qui sont encore debout à ce moment-là. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais, d'accord. Si vous étiez
encore comme moi je l'étais à ce moment-là, debout 100% avec les cryptos, avec le Bitcoin, eh bien vous pouvez vous considérer comme un vétéran parce que ça veut dire que vous serez passé par toutes ces phases et que eh bien, votre détermination n'aura pas flanché. Et moi, c'est les phases que je préfère pour investir parce que c'est le moment où les prix sont le plus bas et c'est le moment où c'est le plus facile d'acheter l'actif que vous voulez acheter parce que les gens essayent de s'en débarrasser, d'accord? Voilà, donc ça c'est la phase de dépression et puis suite à ça, voilà, on repart potentiellement dans un futur cycle de hausse où on va avoir quand même des phases de doute, c'est-à-dire que à chaque petite montée, les gens vont souvent en profiter pour vendre ce qu'ils n'ont pas encore pu vendre à des prix un peu plus avantageux et vous aurez souvent des montées des prix qui vont être suivies de chutes et donc voilà des phases de doute où les gens auront du mal à croire en fait qu'on est reparti dans un cycle d'expansion. Voilà. Et donc voilà, simplement pour la petite anecdote, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de Bitcoin, on se trouve entre les phases d'espoir et d'optimisme, hein, d'accord ? On est passé par toutes ces phases-là, voilà, dépression, doute, etc. En 2019. Et je pense que là, pour 2020, début 2020, on se trouve à peu près dans cette phase d'espoir, voire d'optimisme. Alors optimisme, peut-être pas encore, mais en tout cas d'espoir, clairement. On est dans une phase d'espoir. Voilà, donc je pense que c'est vraiment super intéressant et super important de comprendre ces phases psychologiques des marchés financiers parce que c'est aussi, si tu veux, lié à la psychologie des êtres humains et c'est comme ça qu'on se comporte de manière générale. Donc si tu arrives à bien comprendre ça, à bien intégrer ça, alors c'est pas quelque chose qui arrive immédiatement, il faut l'avoir vécu, il faut être passé par des moments comme ça pour bien saisir qu'est-ce que ça signifie parce que c'est vraiment du ressenti émotionnel, tu comprends? C'est vraiment tes propres émotions, c'est toi tes propres émotions, même si tu as compris ça, elles vont pas être différentes, d'accord? Les émotions, c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu inné, si tu veux, tu vas subir les mêmes émotions, ok? Tu vas subir la FOMO, tu vas subir l'anxiété, le désespoir, tous ces trucs-là, tu vas les subir, d'accord? Et tu vas probablement être tenté de faire les mêmes erreurs que la masse, si tu veux, de suivre un petit peu ces tendances psychologiques et de faire les mêmes erreurs. Mais en apprenant, si tu veux, en te formant et en t'entraînant et avec l'expérience, tu vas pouvoir reconnaître ces différentes phases et donc tu vas pouvoir un petit peu filtrer tes émotions et appliquer un raisonnement logique. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment en faisant ça que tu vas réussir à capitaliser sur des opportunités, que ça soit en termes d'investissement financier, mais que ça soit dans d'autres trucs, ok? Tu vois, moi, si j'avais capitalisé sur mon opportunité et que j'avais acheté du bois de chauffage en plein milieu de l'été, eh bien, je l'aurais eu pour pas un sou et j'en aurais encore plein aujourd'hui. Résultat, je l'ai pas fait, je me suis comporté comme un investisseur débutant, j'ai acheté mon bois de chauffage à la mi-novembre et du coup j'ai eu du bois cher qui était à moitié mouillé et aujourd'hui j'en ai presque plus. Voilà, j'espère que mon exemple t'aura fait sourire. En tout cas, voilà, ce que je voulais te dire ici, c'est voilà, c'est très important pour timer tes opportunités de comprendre à quel moment est-ce que tu vas rentrer sur un marché, à quel moment est-ce que tu vas prendre action par rapport à une opportunité, comment savoir si tu es en retard, comment savoir si tu es en avance, comment savoir bien exactement quel est le bon moment pour rentrer, pour prendre action, ok? Tu veux pas rentrer trop tôt parce que sinon tu vas dépenser bien tous tes sous avant d'avoir pu tirer des profits de ton opportunité. Tu vas perdre ton temps, tu vas te désespérer, tu vas probablement finir par abandonner, d'accord? Mais tu veux pas non plus rentrer trop tard parce que si tu rentres trop tard, bien tu pourras simplement pas vraiment en profiter, d'accord? Les gens qui auront vraiment profité de l'opportunité, ils seront rentrés avant toi. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras trouvé cette vidéo intéressante. Je pense qu'on va reparler un petit peu dans d'autres vidéos à l'avenir de psychologie des marchés et je voudrais notamment te parler, tu vois, lorsque tu fais de l'investissement, du trading, ce genre de choses, comment est-ce que tu vas trouver, tu vois, un signal que c'est le moment de rentrer? Comment est-ce que tu vas savoir que c'est vraiment maintenant que tu vas commencer à prendre action pour capitaliser sur ton opportunité, notamment dans le cadre des marchés financiers. Voilà, je pense que je ferai une vidéo pour parler de ça à l'avenir. En attendant, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura plu. Laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un commentaire. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo si tu connais des gens que ça pourrait intéresser. Ça m'aidera à faire grandir cette chaîne le plus vite possible. Merci pour ton attention. C'était Max Polizzo et je te dis à très bientôt.